Et je me tourne du coup vers Bruno Bobkiewicz. Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans ce studio. Vous êtes secrétaire national du syndicat national des personnels de direction de l'éducation nationale et par ailleurs proviseur de la cité scolaire Hector Berlioz à Vincennes, 1800 élèves. Avant de parler de la situation générale, pouvez-vous qualifier ce qui se passe dans votre établissement qui est une cité scolaire importante de l'Est parisien? Où en sommes-nous chez vous en ce moment? On est sur une période où, comme un peu partout sur le territoire, notamment en Ile-de-France et sur les 16 départements, on a une augmentation du nombre de cas. Donc on avait redémarré assez doucement début mars, et là depuis à peu près une semaine, on a une augmentation sensible du nombre de cas. Vous me parlez des profs ou vous me parlez des élèves? L'ensemble. L'ensemble. Voilà, particulièrement les élèves, puisque la proportion d'élèves est évidemment plus importante, mais on a quelques personnels également touchés. Oui. Donc, et c'est encore une fois quelque chose qui est assez partagé sur la zone. Dans quelle proportion? Là, j'ai par exemple, depuis le début de semaine, en 3 jours, 15 cas positifs. 15 cas positifs. La photographie de l'état de nos classes, notamment dans le secondaire, est extrêmement floue pour nous médias. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez, des retours et des photographies en quelque sorte en temps réel qui viennent du ministère et qui vous indiquent ce qui se passe à l'échelle du pays? Non, absolument pas. Donc on n'a pas d'indicateur particulier. On en identifie comme vous sur certains médias, mais il n'y a pas d'information interne sur ce sujet. Mais ce que je veux dire, il n'y a pas de retour au rectorat qui lui-même fait une synthèse, qui arrive au ministère et auquel on pourrait accéder. Le ministre sait les choses, mais ça n'est pas publié, c'est ça? Oui, ça doit être ça, puisque nous, on fait évidemment remonter, on a un protocole extrêmement précis. Dès qu'il y a une situation positive, on doit faire le contact tracing. Donc on a une enquête à mener, un fichier à remplir, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Donc on fait évidemment remonter tout ça. Je pense que les services départementaux académiques sont actuellement débordés, particulièrement en Ile-de-France, et dans les 16 départements concernés. Vu l'augmentation, et j'imagine que de ce fait ça permet d'avoir une photographie nationale, mais nous n'avons pas de retour interne sur cette photographie. Vous souhaiteriez la voir? Vous pensez que ce serait ce sont des indicateurs qui ne sont pas forcément utiles dans mon quotidien, mais qui nous permettent d'avoir un état de la situation et peut-être de partager et de réfléchir ensemble sur les évolutions qui sont à apporter. Oui, d'autant plus que vous êtes des adultes et donc il me paraît très normal que vous puissiez être informés. Alors il est clair que les parents, Bruno Bobkiewicz, souhaitent que leurs enfants suivent les cours, ce qui leur permet de travailler notamment. Ce fut jusqu'ici l'engagement du ministre Blanquer. Faut-il le remettre en cause aujourd'hui? Alors je pense je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui soient favorables à la fermeture des écoles. Par contre, vu la situation, il faut peut-être aller plus loin dans les mesures d'aménagement. On a aujourd'hui des lycées qui fonctionnent à mi-jauge dans les départements concernés, les 16 actuellement. On a d'autres mesures intermédiaires qui peuvent se mettre en place avant de fermer complètement les écoles. Vous pouvez être plus précis? Oui, on peut imaginer que par exemple sur les collèges qui sont actuellement pas concernés par la mi-jauge, on puisse entamer ce type de démarche, notamment dans les endroits où il y a une augmentation sensible du nombre de cas. C'est tenable ce que vous nous décrivez? On peut tout à fait l'imaginer, ne serait-ce que pour les plus grands, par exemple, les 4e et les 3e, qui, sur par exemple la pause méridienne, ou le temps où ils n'auraient pas classe, sont un peu plus autonomes que les plus jeunes. Donc ça ne nécessiterait pas forcément la présence des parents à la maison. On a possibilité peut-être également d'envisager une limitation du nombre d'élèves, voire des fermetures de demi-pension, quand ça se dégrade très fortement, particulièrement dans les zones urbaines. Je ne parle pas du tout des zones rurales, puisque là c'est beaucoup plus difficile, on est dépendant du transport scolaire, ne serait-ce que sur le temps de midi, donc récupération des enfants sur le temps de midi. Et puis on a peut-être à réinterroger, on a été assez surpris par la décision de réouverture des gymnases, puisque dans un établissement scolaire, actuellement il y a 2 moments sensibles qui sont source de transmission potentielle, c'est la demi-pension, on retire son masque pour déjeuner. Donc il y a un protocole, mais ça reste un moment sensible. Ça vient d'être évoqué par votre collègue. Et puis le deuxième moment sensible, c'est l'EPS. Donc pour la pratique de l'EPS. La cantine et le sport, en fait. Exactement, on retire son masque. Et donc quand on est dans un gymnase, forcément l'exposition est certainement plus élevée que quand on est en extérieur. C'est pour ça que les gymnases avaient été fermés au 16 janvier. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, propose d'avancer les vacances afin d'obtenir un bloc total d'1 mois. Est-ce que c'est une bonne solution, en tout cas une solution que vous pourriez retenir, je dirais, pour limiter les transmissions? C'est déjà un sujet qui avait été évoqué à la veille des vacances de février, ça revient tout le temps.
bon, c'est donc fermer les établissements pendant 2 semaines de plus par rapport à ce qui était prévu. Donc, exactement. Il ne faut pas déguiser ça en vacances, parce que ce ne sont pas des vacances si on organise les distanciations. Enfin, le lien avec l'école, c'est fermer 2 semaines les établissements. C'est une solution, mais on vient d'évoquer le fait qu'il y en avait d'autres. Donc, et on peut-être tester d'autres solutions avant de décider de mettre à distance tout le monde. Je suis frappé de voir à quel point vous semblez nous dire qu'il y a des possibilités de faire bouger les choses à différentes étapes. Et vous savez qu'on a parfois une image de nos établissements beaucoup plus figée que cela. L'état d'esprit que vous traduisez à l'antenne d'RTL ce matin est celle de l'ensemble de nos directeurs d'établissement. Comprenez ma question. Oui. J'ai envie de vous dire, vous avez beaucoup de boulot, vous avez des profs malades. Ça fait un an, si vous voulez, qu'on est très exposé et qu'on navigue de protocole en protocole et de modification en modification. Donc on n'en est pas à une près. Je pense que objectivement, on ne recherche pas du travail supplémentaire. Non, on cherche une adaptation de la situation à la réalité. Et donc, on préfère, je pense, les uns et les autres, travailler sur un scénario intermédiaire plutôt que de fermer l'école. Je pense que tout le monde est prêt à faire ça. La solution, c'est peut-être aussi la vaccination. Évidemment, oui. Vous regrettez de ne pas avoir été prioritaire ? En tout cas, il serait intéressant on peut imaginer qu'il y a d'autres publics prioritaires, et c'était logique que les personnes âgées avec des comorbidités passent avant les enseignants. Mais à partir du moment où on fait le choix de maintenir les écoles ouvertes en face, et il y a une lettre ouverte qui a été rédigée par notre fédération au Premier ministre pour demander ça, et il faut qu'effectivement les personnels de l'éducation nationale, et pas uniquement les enseignants, tous ceux qui sont en exposition face aux élèves, puissent être effectivement bientôt pris en charge dans le cadre d'une campagne large. C'est 1 million de personnels. En tout cas, vous le souhaitez et vous pensez que ça doit être organisé pour l'ensemble des personnels, on est bien d'accord. Tout à fait. Il y a des retours sur les tests salivaires ? Alors, ça concerne essentiellement le premier degré. Les collèges et lycées ne sont pas concernés par les tests salivaires. On a l'impression que ça marche bien, puisque le volontariat est plus facile plutôt que l'antigénique où les élèves sont un peu frileux et les adultes également. J'ai pas de retour sur les résultats. C'est pareil, c'est des informations internes qui ne circulent pas. Ce qu'on peut regretter, c'est que le second degré, à ce stade, n'est pas concerné. Donc un collège ou un lycée vit potentiellement une campagne à l'échelle de l'établissement, mais en une fois. Donc mon établissement a été concerné début décembre. Depuis, il n'y a pas de test. 2 questions avant de nous séparer. La première, est-ce que vous pouvez qualifier, j'ai envie de dire, l'état général du moral des ados que vous accueillez tous les jours? Et puis, comment se prépare le bac au moment où nous parlons? Alors sur le moral, c'est difficile d'être en grande forme en ce moment. Donc quand on a 16, 17, 18 ans ou un peu moins, c'est difficile d'aller très bien et de faire comme si tout allait bien, parce que ce qui se passe aujourd'hui est très difficile à vivre, et surtout qu'il n'y a pas d'horizon proche de sortie. Ils l'expriment à leurs profs? Ils l'expriment, oui. Et puis à leurs parents qui nous l'expriment. L'information circule. Alors il y a des écarts importants, évidemment. Il y a celui qui réussit parce qu'il est encadré, accompagné et un peu plus psychologiquement prêt, s'en sort mieux. Mais on a des élèves qui sont effectivement en souffrance depuis quelque temps maintenant. Le bac ? Alors le bac, il nous reste finalement pas grand-chose sur les élèves de terminale qui sont passés en contrôle continu pour 82% de leurs épreuves. Donc il nous reste le grand oral et la philo. Il y a déjà eu beaucoup d'aménagements réalisés avec beaucoup de sujets à choisir parmi une liste. Donc il y a déjà les aménagements qui ont été effectués. À ce stade, on aurait envie que ça puisse être maintenu, parce qu'il y a aussi l'échéance du grand oral, qui est une épreuve intéressante, qui prépare bien à l'univers post-bac, qui est un format nouveau et intéressant. Donc ce serait assez intéressant qu'on puisse le maintenir, à condition que les établissements restent ouverts et qu'on puisse les préparer dans de bonnes conditions. C'est pas facile, mais on croise les doigts pour que ça puisse se faire dans les meilleures conditions. Nous avons des capacités d'adaptation et il faut que l'ensemble du personnel puisse être vacciné. En tout cas, je retiens ces 2 éléments que vous avez exprimés ce matin en direct à l'antenne d'RTL. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Bobkiewicz. Bonne journée à vous et bon travail.